Je pense que nous pouvons commencer cette session en accueillant pour commencer Jean-Philippe Pierron. Alors vous êtes, me disiez-vous, et c'est ce que votre CV annonce, un spécialiste de la pluridisciplinarité, de la transdisciplinarité, et ça va tout à fait avec notre vision des choses, puisque nous aimons mêler les scientifiques, les philosophes, les artistes et tous ceux qui viennent du monde du paysage et de l'environnement. Donc vous êtes professeur des universités en philosophie de la vie. J'aurais beaucoup aimé également pouvoir m'inscrire à vos cours de la médecine et du soin. Et vous êtes au département de philosophie de l'université de Bourgogne. Mais vous êtes aussi enseignant à Lyon 3, puisque vous êtes directeur de la chaire Valeurs du soin de l'université Jean Moulin Lyon 3. Vous êtes responsable du master Humanité médicale et environnementale à Dijon. Alors vous avez publié énormément de livres. Alors je vais en citer quelques-uns. Prendre soin de la nature et des humains, aux belles lettres, une collection que j'ai beaucoup pratiquée. Philosophie du soin, esthétique, éthique et politique. Je est un nous, enquête sur nos interdépendances avec les vivants chez Actes Sud, méditer comme une montagne, exercice spirituel d'attention à la terre et ceux qui la peuplent aux éditions de l'Atelier en 2023, et pour une insurrection des sens, danser, chanter, jouer pour prendre soin du monde chez Actes Sud en 2023. Donc, je vais vous passer la parole en vous remerciant d'avoir accepté de venir dans ce lieu qui est en train d'émerger en tant que lieu de réflexion et de pensée, mais nous y croyons beaucoup parce que c'était le 4e pilier qui manquait à Chaumont-sur-Loire. Donc, je vous passe la parole. Merci pour ces mots de bienvenue. Merci de m'accompagner cet après-midi. Donc je ne sais pas trop qui serait le public, donc je n'aurai pas un propos très technique, mais ça ne veut pas dire que j'espère qu'il ne sera pas rigoureux. Hein. Et donc le format, c'est une petite heure d'intervention, et puis ensuite discussion, dispute, controverse, échange, si vous le souhaitez. Donc je suis très content d'être là parce que je viens à Chaumont-sur-Loire pour voir les jardins d'habitude, donc ou me laisser accueillir par eux, on peut discuter, mais donc voilà, je suis content d'y être par ce biais-là. Donc pour cette rencontre cet après-midi, donc j'avais proposé le titre suivant, donc qui me servira un peu de rythme tout au long de l'exposé. Donc l'unité du vivant, point d'interrogation, hein, une unité acquise, promise ou conquise. En fait, je vais essayer d'expliciter un tout petit peu ce que je vais faire ça. Donc moi, je viens pas de la philosophie des sciences, donc mon propos ne sera pas un propos de philosophe des sciences. Hein. Bien évidemment, on est instruit par nos collègues philosophes des sciences et puis par les sciences en général, mais c'est pas tout à fait de là dont je parle. Et en fait, une manière de le signifier, c'est de rappeler en commençant deux choses. La première, en fait, quand on parle aujourd'hui d'unité du vivant, pourquoi parle-t-on tant du vivant? En fait, c'était ce que je me suis dit en préparant. Je pense qu'en fait, si on en parle tant, c'est aussi parce qu'il y a un malentendu en fait sur ce qu'on appelle le vivant, et que quand on dit le vivant, agir pour le vivant, prendre soin du vivant, etc. En fait, la catégorie de vivant opère un peu comme une métonymie. C'est qu'en fait, on veut dire, en disant cela, beaucoup de choses et beaucoup de choses très très différentes. Il y a la question, bien sûr, de l'unité du vivant comme catégorie en fait de biologistes, et qui à ce moment-là force à nous arracher à cette idée que quand on pense le vivant, on survalorise. Alors peut-être pas à Chaumont, mais on a plutôt tendance à survaloriser notre rapport aux vivants animaux, hein, en se demandant qu'est-ce qu'il en serait en fait des végétaux. Donc une catégorie qui force à élargir l'espace de la tente des vivants, si je puis dire. Ça, c'est la première observation, mais en fait le vivant, ça peut aussi concerner la question en fait de l'existant. Hein, les Grecs faisaient une distinction entre zoé et bios, hein,
qui est utile à penser, parce que en fait, même si en fait d'ailleurs dans les usages de notre propre langue, on en fait presque un usage contradictoire, parce qu'au fond, on parle de biologie alors qu'on pourrait, donc la question de la partition entre biologie et zoologie en fait mériterait d'être discutée de ce point de vue. Mais quand ils font cette distinction, les Grecs, c'est pour dire en fait que la question du vivant, c'est certes une interrogation sur ce type d'être qui s'auto-forme, dont le principe, en tout cas d'organisation, n'aurait pas extérieur, n'aurait pas imposé du dehors comme le sont nos artifices, nos machines. Mais donc il y a un principe, en fait, on ne sait pas, enfin en tout cas on cherche à comprendre quel serait son principe d'organisation, le vieux problème du finalisme. Bon. Et puis, donc ça c'est pour le côté zoé, là où bios met l'accent sur, en français, la question en fait de l'existant, la dimension de la biographie. Et donc à ce moment-là, il y a cette idée qu'effectivement que le vivant humain, il est zoon, il est vivant parmi les vivants, mais en même temps, la question de sa propre existence fait question. Elle l'interroge. Et en fait, elle devient un enjeu à redéployer dans le champ de, finalement, qu'est-ce que je fais là ? Enfin, quel est le sens de mon appartenance, de ma présence, ou son non-sens d'ailleurs. Donc quand on dit vivant, il y a ces deux sens, mais il y en a un troisième. Je pense que si cette question en fait insiste sur la question du vivant, c'est parce qu'il y a aussi la conscience en fait, ou plus ou moins diffuse en fait que s'il y a de la vie, c'est parce qu'il y a de la mort. S'il y a du vivant, c'est parce qu'il y a du mortifère. Et peut-être que si on parle tant du vivant aujourd'hui, c'est parce que nous sommes aussi conscients, en fait, du fait que nous sommes dans des cultures, je change de registre, je ne suis pas du tout sur le même registre, dans des cultures, en fait, qu'on peut appeler, alors, cultures morbides, en tout cas des cultures qui sont marquées par une forme de rapport violent au vivant, parce que le vivant n'est pas toujours sympathique. L'histoire du Covid nous l'a rappelé à l'échelle d'une unité sentie, pas forcément désirée, mais en tous les cas que le vivant c'est fragile et en fait c'est peut-être aussi extrêmement inquiétant. Et au fond il y a une dimension en fait, je dis ici morbide ou mortifère, qui questionne en fait quel type de culture, quel type de civilisation nous avons développé, ou nous voulons en fait soutenir, qui effectivement entretiennent un rapport au vivant qui soit peut-être pacifié. C'est la question de ce que j'appelle une unité conquise, ou en tout cas peut-être à inventer, parce qu'effectivement nous sommes dans des cultures qu'on peut très très rapidement identifier comme étant des cultures de mort. Je prends simplement deux exemples. Une formule un peu radicale d'un philosophe italien qui parle en fait de nos modes de production aujourd'hui comme relevant de ce qu'il appelle un nécro-capitalisme. L'expression de nécro-capitalisme est intéressante pour dire, enfin questionner, pour essayer de mettre en lien deux types de réalités en fait qu'on pense pas toujours ensemble. C'est-à-dire en fait il montre en fait que nous sommes à la fois les formes en fait de production du capitalisme reposent sur l'idée que la nature est une carrière en fait qu'on pourrait exploiter sans fin. Enfin c'est la question de ce qu'on appelle culture extractiviste. Donc il y a une culture de l'extraction. On parlait de ça à déjeuner à propos des pratiques de l'industrie minière. Mais en fait, les pratiques d'extraction, elles concernent bien sûr le non-humain autour des minéraux, mais elles concernent toutes les formes du vivant. Le paradigme extractiviste, on peut extraire des ressources des vivants dont on veut profiter, de la chair, du lait, des protéines. Et puis aujourd'hui, les biotechnologies, vous le savez, sont brevetées. Et donc elles sont brevetées concernant le vivant animal ou végétal, et les nouvelles industries extraient de la richesse dans la brevetabilité du vivant. Mais en même temps, quand il parle de nécrocapitalisme, en fait, qu'est-ce qu'il veut dire ? C'est qu'en fait, on observe que cette culture extractiviste, elle vaut pour le vivant en dehors de nous, donc les autres. C'est intéressant de voir que notre vocabulaire hésite. Nous avons une langue en ce moment qui ne sait plus trop bien dire comment penser l'humain, et alors, comme on dit, les autres qu'humains, les non-humains. Vous voyez, donc c'est-à-dire en fait cette question de l'unité en fait qui se repense. En tout cas, bref, cette culture de l'extraction, en fait, on voit ses effets
on peut voir ces effets en disant que finalement, d'un côté, on extrait du vivant en dehors de nous, mais aussi en nous. Et donc, ce qu'on appelle une société de l'épuisement, c'est un épuisement à la fois des ressources en dehors de nous et des ressources en nous. Disant qu'en même temps que la Terre brûle, pour le faire court, si vous voulez, nos psychés brûlent. Hein. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, cette culture de l'extractivisme généralisé, il finit par tout épuiser. Et donc, ce qui est en question à ce moment-là, c'est la question de l'existant que nous sommes, hein, des existants que nous sommes. Mais en même temps, donc, je dis culture de mort parce qu'effectivement, il y a cette dimension, mais on pourrait y ajouter le fait qu'effectivement, nous avons un rapport au vivant qui est souvent en fait dans la culture de la maîtrise, du contrôle, hein, le modèle du pilotage et de la gestion, dont l'idée, si vous voulez, que c'est un philosophe qui s'appelait François Dagonier qui disait ça, la logique du vivant prépare la maîtrise du vivant. Hein. Et en fait, quand il disait ça, lui, il en avait une lecture plutôt joyeuse, hein, en tout cas assez, je ne vais pas dire techno-euphoriste, mais en tous les cas, il y voyait en fait un lieu en fait d'émancipation, mais en même temps, cette maîtrise du vivant, elle se paie aussi d'un rapport assez combattant. Hein. Je prends, enfin, à titre simplement d'exemple, hein, c'est bien sûr à discuter, mais c'est assez. Je pourrais expliquer pourquoi, j'en dis pas plus, parce que je suis simplement en introduction, mais le vocabulaire, en fait, je m'étais amusé à faire la liste de tous les mots, en fait, qui désignent un rapport violent des vivants humains à l'égard des non-humains, et qui sont construits sur le radical cide. Hein. Vous avez peut-être fait le même exercice que moi, hein, entre l'herbicide, le raticide et tout ce qui va aller avec, hein, les pesticides de tout poil. Hein. On a en fait cette idée effectivement d'un rapport de guerre. Hein. Et il n'est pas inintéressant de voir que précisément les grandes guerres mondiales, hein, sont des guerres en fait qui attaquent les milieux vivants. Hein. L'air qu'on respire, les processus de défoliation. Enfin, c'est assez étonnant de voir que l'art de la guerre pourrait se penser aussi comme un art en fait de maîtrise et de distance entretenu à l'égard de ceux qu'on tue précisément, en attaquant leur milieu, plus eux directement. Enfin bref, je ferme cette parenthèse. Donc le mot vivant, il est d'abord une métonymie pour dire plein de choses très très différentes. Alors je vais plutôt me concentrer sur la question de l'unité du vivant dans sa dimension biologique, hein, mais j'en suis pas expert, donc je ferai ça avec prudence. Il y a bien plus savants que moi dans la salle, sans doute. Hein, mais j'interrogerai malgré tout, en fait, comment cette question de l'unité, elle a des effets sur une manière que nous avons peut-être de nous redéfinir, de comprendre à nouveau frais. Sur ce qu'on dit ou ce qu'on veut dire en fait quand on parle aujourd'hui de l'humain comme d'un vivant. Hein, et quand on parle, on a cette formule sur laquelle je m'arrêterai tout à l'heure en fait, qui parle aujourd'hui de l'humain comme étant on parle de l'animal humain. Hein, et c'est une inversion métaphysique assez étonnante. Et donc c'est de ça que je voudrais essayer de parler. Donc dans ce qui va suivre, je le ferai donc en 3 temps. Je voudrais m'arrêter dans un premier temps sur en quel sens on peut parler d'un savoir, d'une unité du vivant, hein, de quoi parle-t-on du point de vue de ce qu'on... un peu rapidement, j'ai dit que c'était une unité acquise, mais en tout cas comment, d'une certaine manière, elle est l'objet du travail de nos sciences, de nos savoirs. Dans un deuxième temps, je m'arrêterai sur l'idée en fait, d'une unité en fait, qui serait, promise, hein, en tout cas à réexpliciter, et enfin sur l'idée de comment elle est conquise et comment elle peut l'être, par quel biais, si elle se fait sur le registre des savoirs, mais aussi sur le registre de ce qu'on peut appeler parfois le sensible. Alors je commence sur le premier aspect, c'est sans doute le plus évident, mais c'est bien de se redire des évidences. Quand on parle en fait d'une unité acquise, ici, en fait, il faut repartir j'espère que je ne reparte pas trop loin, hein, mais il y aurait une question en fait assez massive qui est liée à ce passage qui s'est fait dans l'histoire des sciences entre ce qu'on appelait autrefois l'histoire naturelle et ce qu'on a mis finalement énormément de temps, puisque finalement ça arrive à la fin du XVIIe, début du XVIIIe, à nommer sous la catégorie de biologie.
Le glissement en fait de l'histoire naturelle vers la biologie et puis ensuite ces formes extrêmement raffinées qu'on a aujourd'hui avec la biologie moléculaire en fait. Donc je vais pas relater cette histoire, hein, mais elle est assez intéressante parce que globalement le passage il est rendu possible. Moi je le dis comme ça en fait, c'est mon côté prof, hein, je m'en excuse, hein, mais il y a aussi des vertus, j'espère. Hein, c'est que en fait l'histoire naturelle, c'est la nature étudiée du point de vue, moi je le dis comme ça, c'est souvent du point de vue de l'oratoire. Là où la biologie, c'est la nature étudiée du point de vue du laboratoire. Et peut-être qu'on pourrait faire l'hypothèse, je vous la soumets, c'est tout à fait à discuter bien évidemment, que ce qui se joue avec les sciences de l'environnement ou l'écologie comme dans sa discipline, enfin comme discipline scientifique, c'est de penser la nature du point de vue du territoire. Quelle est la différence, hein, c'est pas que des jeux de mots. Hein, ce qui est en discussion ici, c'est que effectivement l'histoire naturelle, elle étudie le vivant dans la diversité de ses formes, comme étant en fait le lieu d'une contemplation. C'est pour ça que je parle d'oratoire. Hein. Théoria, hein, en grec, c'est ça l'idée. Hein, c'est l'idée de théoriser, c'est d'abord contempler. C'est-à-dire en fait essayer de mettre au jour un ordre qu'on croit voir discerner. C'est la question du primat de la finalité dans ces sciences anciennes, mais qui en même temps disent sous le désordre il y a un ordre. Et en fait cet ordre on peut l'observer. Hein, pour qui c'est attendre, en tout cas prendre le temps en fait de faire cette observation. Et c'est la posture naturaliste. Hein. Histoire naturelle, dans Historio, c'est l'enquête. Hein. On fait des enquêtes, hein, on se laisse informer en fait par ce qu'on enquête et la forme à laquelle on parvient, eh bien, c'est un principe d'organisation dont les logiques sont les logiques de classification, hein, avec tout le problème des classifications, hein, mais au fond la grande partition sur laquelle nous sommes revenus depuis, mais qui était de cette manière une manière de discuter l'unité dont on parle aujourd'hui entre règne minéral, règne végétal, règne animal, elle relevait de ça, c'est-à-dire qu'en fait essayer de mettre de l'ordre, et pour mettre de l'ordre, eh bien séparer, distinguer, produire de l'analyse. Hein. Mais avec toujours le même problème de toute classification, hein, c'est que dans une classification, il faut toujours penser à ceux qui ne rentrent pas dans la classification. Hein. Ce qui est toujours intéressant dans les classifications, c'est l'inclassable. Hein. Donc le problème de l'ornithorynque, hein, pour faire simple. Hein. Parce qu'effectivement, si on en reste aux traits apparents, aux traits observables, eh bien l'ornithorynque... Qu'est-ce que c'est, hein, entre son bec et ses plumes, enfin et ses poils et ses œufs, bon bref. Donc le passage en fait donc de l'histoire, je ne vais pas faire toute cette histoire, hein, ça serait ridicule de le faire aussi rapidement, mais ce qui me paraît intéressant, c'est qu'effectivement le passage, si vous voulez, de l'histoire naturelle à la biologie, c'est le passage d'un rapport distancié dans la compréhension que nous avons du vivant, distancié à l'égard de ce que on pourrait appeler les certitudes sensibles. Hein. Il ne suffit pas de voir pour savoir, pour faire simple. Et donc le modèle du laboratoire, c'est ça qu'il cherche à dire. Les deux éléments comptent. La question du modèle, c'est qu'en fait, c'est cette idée que pour comprendre le vivant, on a besoin de le modéliser. Et donc, c'est quel type de modèle? Autrement dit, il ne suffit pas de l'observer, parce que ce qu'on voit est trompeur. Hein, donc, c'est la question dont on change de perspective. Et puis, en même temps, donc construire le modèle et quel type de modèle. Alors, je vais très très sommaire, mais c'est en même temps intéressant. Enfin, pourquoi on fait souvent référence, à Descartes pour le coup, hein, c'est parce que la figure socratique, la figure cartésienne, pardon, elle est peut-être aussi inaugurale que celle de Socrate, mais la figure en fait cartésienne, elle est intéressante parce qu'effectivement la science cartésienne, c'est une science des modèles. C'est pas une science de l'expérimentation. Hein. Il rate pas mal de ses expériences, Descartes, hein, mais par contre, il modélise à partir en fait de la nature pensée comme, hein, nature pensée comme une machine, comme une horloge. Hein, le corps, je suppose, dit-il, que le corps est comme une statue ou machine de terre. Bon. Mais en fait, quand il dit ça, la fonction du modèle, elle a un tas de vertus. Hein. Elle a une vertu heuristique, elle a une vertu de simplification, elle a une vertu de clarification, elle a une vertu aussi qui consiste à changer d'attitude. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire le savant, il faut défaire l'usager.
Et donc, ce passage de comment on déplace, si vous voulez, nos rapports au vivant, qui sont nourris de sensibilité, de perception, de nos expériences ordinaires, vers la culture de laboratoire, eh bien, il faut faire le savant. Et en fait, pour le faire, il faut modéliser. Et en fait, comment on fait? Donc, la question, c'est quels sont les gestes, quels sont les moments rituels où, à un moment donné, précisément, le savant en matière du vivant eh bien, rentre dans le modèle pour pouvoir étudier le phénomène qu'il étudie savamment et sans être envahi par ce qu'on appelle, enfin ce que l'épistémologie appelle, Bachelard par exemple appelle les obstacles épistémologiques, dont l'obstacle animiste, bref, tous ces obstacles qui font qu'on peut avoir répugnance à étudier le vivant, parce que quand même, j'ai souvenir d'une jeune une doctorante en l'occurrence en neurosciences, à qui la première chose quand elle arrivait dans le labo, c'était de décerveler une centaine de rats. C'est un acte rituel intéressant, mais qui est en fait intéressant. Enfin, on peut discuter, mais c'est un acte qui est en fait une manière d'intérioriser un modèle. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit pas d'affect, il s'agit de concept. Donc, comment on déplace ça? Et donc, c'est intéressant de voir. Alors, il y aura un jardinier punk, je crois qu'il va intervenir, mais c'est intéressant de voir qu'une biologiste, une philosophie de la biologie, qu'on peut discuter là aussi, mais comme Donna Haraway aujourd'hui, quand elle dit, mais en fait, il y aurait un travail à faire sur les liens que nous entretenons avec le vivant, parce que tous ces souris de laboratoire, nous devons nos vies grâce à elles. Donc, en fait, il faudrait repenser l'unité. Donc, c'est la question de l'unité, à conquérir autour de ce qu'elle appelle des généalogies multispécifiques. Bref, faire nos histoires avec eux et non pas contre ou à partir d'eux. Bref, je vais faire la parenthèse. Donc la question du modèle, elle est importante parce que effectivement, elle remplace des certitudes psychologiques par des propriétés physiques. Et d'une certaine manière, l'ARN, au bout de la chaîne, ça va être ça. C'est-à-dire qu'en fait, et de ce point de vue, ça pose une grosse question, c'est de ce point de vue, qu'est-ce que c'est que la biologie? Est-ce que c'est une biologie ou est-ce que c'est une physique du vivant? Question qui n'est pas si simple, autour du statut notamment de la question que j'ai déjà évoquée de la finalité ou du néo-finalisme. Mais en tout cas, donc ce modèle, la dimension en fait du modèle, elle a eu une vertu considérable. C'est qu'effectivement, c'est produire un type d'intelligibilité qui essaie de mettre au jour des propriétés partageables et en fait continues et dont l'histoire... et donc la question étant de savoir quel est le modèle le plus pertinent pour penser précisément cette unité. Et donc il y a un livre, je trouve, qui a vieilli, mais je trouve qui a vieilli parce qu'on pourrait rajouter des chapitres, mais je trouve qu'il fait très bien cette synthèse. C'est le livre d'un de nos prix Nobel de biologie, donc, qui était François Jacob, avec Monod, donc qui justement autour de ces problématiques de l'ADN et de l'ARN, en fait, avait publié un livre qui était important, qui s'appelait La logique du vivant. Et en fait, dans ce livre, en fait, donc, il retrace toute cette longue histoire qui est marquée en fait par une idée. Alors moi, je suis très bachelardien, donc dans mon épistémologie, donc on peut discuter aussi, mais Bachelard, il questionne beaucoup comment il y a un prestige dans la science du minuscule. Plus c'est petit, plus c'est vrai. En tout cas, plus on va trouver l'élémentaire, plus on est à la jonction entre les problématiques du commencement et les questions de l'origine, si vous voulez. Et donc, le livre de Jacob, on peut le lire comme ça, comme l'idée que l'histoire qui va de l'histoire naturelle à la logique, à la biologique, eh bien cette histoire, c'est une histoire de l'approfondissement du changement d'échelle. On passe et donc chez Descartes, on pense le vivant comme une machine, mais les machines, elle est faite de tendons, de ressorts, de leviers. Donc la machine, pour lui, c'est l'horloge. Puis Leibniz, un tout petit peu après, il dit oui, mais on pourrait avoir des machines beaucoup plus subtiles. On va découvrir à peu près les premiers microscopes. Donc on dit, mais finalement, c'est une machine, mais avec de beaucoup plus petits éléments. Et puis très rapidement, au 19e siècle, la machine, c'est la chaudière. Évidemment, qu'est-ce que c'est qu'un vivant? Bien, c'est une machine à transformer du monde extérieur en énergie pour s'auto-reproduire et avoir une force d'autodéveloppement. Et puis, il y a la machine cybernétique, et aujourd'hui, il y a le codage. C'est que finalement, une machine a traité de l'information. Mais finalement,
même s'il y a des ruptures, il y a toujours cette modélisation à partir de ce modèle de machines qui n'ont pas tout à fait le même statut, je suis bien évidemment d'accord, hein, mais qui a la grande vertu, c'est de découvrir un langage qui peut nommer une unité profonde. Hein, la question de traiter de l'information à l'échelle moléculaire, autour effectivement de la grande métaphore du code et des messages. Hein. Donc il y a l'information qui circule et donc c'est une espèce de grande culture en fait du codage. Alors le prix à payer de ça, l'intérêt de ça, mais qui est aussi une question, hein, c'est ce que dit en fait François Jacob au début de son livre d'ailleurs. Hein, il dit c'est que pour qu'on fasse de la biologie, il y a une première décision à prendre. Hein. Alors bon, il y a la question du rôle du laboratoire, mais il y a aussi une décision métaphysique, enfin une double décision en fait. Il y a une décision métaphysique et une décision épistémologique. Hein. Il y a une décision métaphysique. La grande décision métaphysique, c'est les résumés dans une formule célèbre de Jacob que vous connaissez sans doute. On n'étudie pas la vie dans les laboratoires. On n'étudie pas la vie dans les laboratoires. Et c'est important. Hein. C'est sous-entendu, donc on n'étudie pas la vie dans les laboratoires de biologie, on étudie le vivant. Pourquoi ? Parce que précisément, la vie, c'est une catégorie métaphysique dont on ne sait pas véritablement d'où elle viendrait, qui en seraient les origines. Bref, elle nous tourne de la question, vers la question pourquoi, là où en fait ce qu'on cherche c'est comment. D'où cette idée que dire on n'étudie pas la vie dans les laboratoires, on va dire on étudie du vivant. Qu'est-ce qu'on veut dire, hein ? Bien, on veut pointer le fait que avec ce type de savoir, bien la nature n'est plus un mystère à adorer, hein, elle devient une énigme à déchiffrer, à décoder, si on voulait prendre la métaphore aujourd'hui du code génétique. Hein. Non plus un mystère à adorer, mais une énigme à décoder. Hans Jonas, un des théoriciens de la philosophie de l'environnement, c'est plus subtil, un philosophe qui a écrit une biologie philosophique, il n'y en a quand même pas tant que ça, hein, je pense à son texte sur le phénomène de la vie, dit ça, il dit en fait qu'est-ce qui se passe avec ce rapport, cette décision métaphysique, hein, du glissement de la vie vers le vivant, c'est que de cette manière, avant ce geste, la nature était intelligente. Désormais, elle devient intelligible. La nature n'est plus intelligente, elle devient intelligible. Vous voyez, on change de modèle, hein, on change de posture. Donc ça, décision métaphysique, et puis du point de vue épistémologique, quel modèle peut servir l'intelligibilité ? Et donc ce modèle, c'est celui que j'ai rapidement, dont j'ai fait rapidement le portrait, trop vite, mais qui a quand même, j'espère, qui a permis de bien entendre ça. Donc en fait, c'est cette idée, donc la question c'est comment trouver sous l'hétérogénéité des formes l'unité d'un principe. Hein. C'est ça, c'est toute cette question avec le fait que cette unité, elle est encore lointaine, mais en tous les cas, même si on cherche à découvrir justement des lois qui permettent de montrer que sous la diversité, il y a cette unité qu'on peut raconter diversement, mais là où on avait dans les logiques classificatoires des règnes séparés, bien on a des métaphores pour dire cette unité. Alors, on est revenu sur ces métaphores, mais finalement les métaphores en fait de l'arbre, hein, des vivants, hein, des arbres phylogénétiques, hein, c'était intéressant, c'était des métaphorisations qui empruntaient à la figure de l'arbre pour dire des principes d'unité, même si aujourd'hui on est revenu en fait de ces approches trop finalistes, qui étaient en même temps qu'on jugeait trop anthropocentrées, pour redéployer autrement la compréhension qu'on a de la pluralité de ces vivants. Mais en tout cas, autrement dit, la question des figurations de l'unité, c'est un problème plastique, hein, c'est un problème didactique, mais c'est aussi un problème en fait d'image post-idéative, hein, si on veut le dire dans le jargon de Bachelard, justement, parce qu'en fait, ce que dit Bachelard, le problème des sciences, c'est qu'elles combattent les images, mais qu'en même temps, elles ont besoin d'images. Hein. Et donc, en fait, elles combattent les images parce qu'elles sont la plupart du temps trompeuses, approximatives. Et donc, le rôle, en fait, du modèle, voire de l'image post-idéative, c'est de, comme on dit, fais-moi un dessin. Hein. Bon, mais la question de faire un dessin, c'est qu'en fait, comment rendre sensible des réalités qui sont extrêmement abstraites.
Et donc tout l'enjeu de l'image en sciences, moi je ne suis pas spécialiste de philosophie des sciences, mais c'est de questionner effectivement que l'image soit juste et que ce soit pas juste une image. C'est-à-dire qu'en fait qu'elle soit une forme d'explicitation la moins traître possible des réalités qu'elle tente de donner à penser, qui sont des réalités contre-intuitives, parce que finalement on parle de réalités qu'on ne voit pas, pas avec nos yeux en tous les cas, et on ne les voit que par la médiation des théories. Je reprends une formule ancienne, mais je pense qu'elle est aussi parlante. Lorsque le philosophe Alain, qu'injustement on appelait le philosophe de classe terminale, même s'il enseignait en prépa, mais en fait, lorsque Alain dit le microscope n'instruit que le savant, il étourdit l'ignorant. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est qu'effectivement, pour pouvoir comprendre, quand je regarde à travers un microscope électronique, qu'il s'agit du vivant, si je n'ai pas une théorie de l'optique, si je n'ai pas une théorie de la cellule, un instrument aussi sophistiqué qu'un microscope électronique, ce sont des théories matérialisées, mais qui font que précisément on a accès à ce dont on parle par des médiations. Et donc cette dimension contre-intuitive, elle est compliquée parce qu'effectivement on cherche l'unité ailleurs que du côté du palpable. D'où le problème de comment le représenter. Donc le statut de l'image, de ce point de vue-là, on parlait un petit peu de ça à table, sur comment les artistes traduisent dans leurs expressions plastiques ce qu'ils comprennent de ce que les sciences contemporaines en disent, est en soi un enjeu. Bref, en tous les cas, cette biologique, qui a donc une longue histoire et une histoire complexe, depuis la biologie ordinaire, si vous voulez, vers la biologie moléculaire. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'effectivement, elle cherche à trouver... il y a cette idée que le vivant, il a une logique. Il a une logique. En fait, et on doit pouvoir effectivement la mettre au jour. Et donc toute la question du séquençage ADN, il est au service en fait de l'explicitation de cette logique. Elle a un gros avantage par rapport à notre thème, c'est-à-dire effectivement qu'on a une forme d'unité possible par les savoirs, au fond. C'est en fait comment nos savoirs, même si la biologie animale, c'est pas la biologie végétale, même si la biochimie elle occupe ce statut très particulier entre la chimie minérale et la chimie organique, en fait, malgré tout, donc avec ces savoirs, on trouve un type d'unité assez profonde, mais qui relève effectivement d'une unité, de science. Mais maintenant, je change de registre. Donc j'arrive au deuxième temps de mon propos, c'est en fait, cette unité de science, qu'est-ce qu'on en fait? Et qu'est-ce qu'elle nous fait? Ou qu'est-ce qu'on n'en fait pas? C'est-à-dire qu'en fait, ici, je change de registre avec toute la limite en fait, de ce que suppose ce changement de registre. C'est-à-dire qu'en fait, ma question, maintenant, c'est plus me situer à l'intérieur en fait, d'une unité qu'on pourrait découvrir par des recherches menées de manière rigoureuse dans les démarches scientifiques, mais c'est de questionner en fait, comment cette unité, elle a des effets ou pas, en fait, pour les existants que nous sommes. C'est pour ça donc je change complètement de registre. Je ne suis pas du tout sur le même registre, non pas argumentatif, mais je suis moins dans les questions, disons, d'épistémologie que des questions, disons, éthico-politiques. En fait, pourquoi je me pose cette question ici, c'est de dire effectivement comment ces savoirs, qu'est-ce qu'ils nous font à nous les humains. Et ici, il y a deux enjeux. Le premier enjeu, c'est qu'est-ce qu'il fait à nous quant à la compréhension que nous avons de nous-mêmes. Et puis, qu'est-ce qu'il fait, ce sera l'objet de ma troisième partie, qu'est-ce qu'il nous fait à nous en tant que nous pouvons nous penser dans nos interdépendances avec les autres qu'humains. C'est-à-dire, nous, comme communauté, si vous voulez, biotique, pour parler comme quelqu'un comme Aldo Léopold, par exemple.
C'est qu'en fait, qu'est-ce que ça fait sur nos manières de penser est-ce qu'on peut penser une politique du vivant et qu'est-ce qu'elle pourrait signifier ici, si ça n'est pas la biopolitique au sens d'un Foucault, par exemple. Alors, qu'est-ce que ça nous fait? Alors, ici, il y a effectivement une question assez massive qui est en fait une interrogation de comment les savoirs en fait, que nous avons mis au jour, que nos sciences ont mis au jour, sont l'occasion de remettre sur le chantier une compréhension renouvelée de ce qu'est l'humain et dont l'expression, donc animal-humain, dont je parlais en fait tout à l'heure, est le concentré. Ici, je pars simplement d'abord de deux observations et puis ensuite deux remarques en fait que vous avez sans doute faites comme moi. Quand on va au muséum en fait d'histoire naturelle à Paris, il y a deux visuels, c'est la question de l'image dont je parlais tout à l'heure, qui sont assez intéressants, enfin, en tout cas qui disent quelque chose, enfin, qui scénographient de manière très très particulière ce qu'on comprend de l'humain. Il y a d'un côté le séquençage du génome humain, qui est affiché, et on voit les pourcentages de gènes que nous avons en partage avec la drosophile, par exemple, sans parler des grands primates. Donc il y a une unité profonde qui dit ah bon, c'est à ce point, à ce point la majesté des mouches en moi. Bon, donc il y a cela, et puis il y a aussi donc la grande fresque du vivant, et on voit on ne sait pas si c'est un australopithèque, je ne me rappelle plus bien l'image, soudain si c'est on va dire un Homo sapiens qui cavalcade, mais avec tous les compagnons de voyage dans la vaste histoire de l'évolution biologique. La vaste histoire de l'hominisation, qui est elle-même, c'est un long compagnonnage avec celle des autres espèces compagnes, comme disent certains, enfin comme disent Donna Haraway, si je fais encore référence à cette philosophe punk, ou queer, plutôt. En fait, donc, qu'est-ce qui est en discussion ici? Donc ces deux images, je les reprends parce qu'effectivement, il y a ici la question d'une unité qui est une unité problématique, en tout cas qui peut faire problème. C'est-à-dire, en fait, pour penser l'unité du vivant, faut-il absorber le vivant humain dans cette vaste histoire pour n'en faire plus qu'un élément parmi d'autres. Et donc, c'est ce qui se joue autour de cette réflexion concernant ce qu'on appelle la différence anthropologique. Je renvoie, il y a un tas de textes qui mériteraient d'être creusés ici, mais je renvoie par exemple aux travaux d'un collègue. Ici, c'est Étienne Bimbenet dans un texte qui s'appelle Le complexe des trois singes. Vous avez peut-être vu ce livre. En tout cas, je me sers une partie en fait de ce qu'il dit dans cet ouvrage. Donc lui, il vient plutôt de la phénoménologie, mais en tout cas, il fait une épistémologie des sciences humaines. Et il se pose simplement une question. C'est la question en fait qui est soulevée aujourd'hui par ce qu'on appelle. Alors, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est un nouveau champ disciplinaire? Est-ce que c'est la subversion de l'ancienne université humboldtienne? Enfin bref, c'est la question du redécoupage des savoirs autour de ce qui s'explicite dans ce qu'on appelle les humanités environnementales. Cette catégorie n'est pas tout à fait claire, mais elle dit globalement que la partition des savoirs entre sciences humaines et sciences de la nature, pour penser les réalités d'aujourd'hui, elle n'est plus aussi claire que ça, parce que, je ne sais pas, les catastrophes naturelles sont moins naturelles, donc en fait, il faut articuler autrement, en fait, peut-être les savoirs. En tout cas, c'est une question. En tout cas, nous, quand j'ai créé ce master à Dijon là, sur les humanités environnementales, notre idée, c'était précisément ça, c'était de dire quel type de savoir on déploie pour penser les problèmes qui sont les nôtres, si on veut sortir de ce qu'on peut appeler des logiques un peu de silos, qui sont celles qui caractérisent notre manière, en tout cas, d'avoir construit à un moment donné l'université. Bon. Bref, c'est un autre problème. C'est aussi un problème, plus précisément, parce que ça questionne effectivement comment nos savoirs construisent leur partition. L'histoire des sections CNU, par exemple, c'est une histoire courte. On n'a pas toujours pensé l'université avec ce type de découpage. Donc, faut-il d'autres découpages?
ça mérite d'être questionné parce que pour penser de l'unité, il y a effectivement quel type de savoirs qui peuvent les accompagner. Et donc c'est aussi des questions d'institution des savoirs. Alors je ferme la parenthèse. Donc parler de différence anthropologique, cette question en fait elle vient revisiter de manière massive justement une considération de type métaphysique. Et l'expression concentrée de ça, c'est l'expression donc animal-humain. Pourquoi je dis ça? Parce que, au moins, je ne sais pas s'il y a beaucoup de philosophes parmi nous, mais vous avez au moins eu vos cours de terminale, en fait, dans le cours de terminale, on disait l'homme est un animal qui alors, est un animal politique, est un animal qui rit, est un animal qui travaille, est un animal... bon. Et en fait, c'était typique de l'expression, enfin de la bonne définition aristotélicienne, pour comprendre un être, chercher le genre voisin, la différence spécifique. Donc on disait, genre voisin de l'humain, c'est un animal, donc c'est un animal parmi les animaux, mais il a une différence spécifique. Sa différence spécifique, c'est qui parle, qui pense, qui fait de la politique, qui travaille, qui rit. Bon. Et d'une certaine manière, une lecture qu'on peut faire de ça, c'est de dire qu'une bonne partie de cette tradition, en fait, a cherché à penser l'humain en mettant l'accent moins sur son appartenance que sur sa différence. Bon. Cette idée, en fait, que la différence spécifique. Donc on disait animal, on disait un animal qui, animal politique par exemple, mais surtout pour dire politique en fait. Vous comprenez, je ne développe pas plus que ça. Donc c'est la question dans le texte justement de la politique de Aristote, quand il dit mais finalement l'homme est un animal politique bien plus que tous les insectes sociaux ou les animaux grégaires. Il dit précisément que la politique, c'est pas de la grégarité, c'est pas de la socialité au sens, en tout cas, de ce qu'on trouve chez les termites ou chez les fourmis. Donc, parce que précisément, ça suppose des notions en commun qui doivent être discutées, parlées, diplomatisées. Et c'est pas inintéressant. Bon, bref, que précisément, on ait un collègue aujourd'hui qui se mette à repenser le rapport de l'unité du vivant à partir de la métaphore des diplomates. Je ne dis pas ça parce qu'il y a un diplomate parmi nous, mais c'est aussi, en fait, c'est cette idée, je pense aux travaux de Baptiste Morisot sur la question des loups en particulier, en disant qu'est-ce que ça veut dire le compagnonnage avec les autres espèces, peut-être qu'il y a des diplomaties à redéployer. Donc cette figure politique, enfin d'un nouveau type. Enfin, bref, donc cette idée, en tous les cas, d'animal politique, par exemple, ou d'animal qui aurait une singularité, elle met l'accent sur la différence. Aujourd'hui, nos sciences, quand elles parlent de l'humain, quand elles parlent de l'animal humain, elles mettent plutôt l'accent sur l'appartenance pour questionner si on peut dissoudre la différence. Pourquoi je peux dire très rapidement comment, mais ce que je vais faire en quelques secondes, mais pourquoi elles le font? Bien, elles le font en fait parce qu'il y a une question qui est de dire... l'humain a tellement vouloir penser en fait sa différence, en a tiré peut-être excessivement des conséquences de sa non-appartenance, peut-être de sa non-solidarité avec les autres vivants. Il s'en met au dehors. Donc en fait, on est devant une difficulté, c'est donc comment penser la différence sans la penser sur un mode de domination ou de hiérarchie. C'est qu'en fait, dire la différence anthropologique, est-ce que ça se paye du prix d'un rapport de domination ou de supériorité ou de hiérarchie avec les autres vivants? Donc d'où tous les débats sur, alors le discours des écologistes, c'est des anti-humanistes, quoi, pour faire simple. Vous voyez, et donc c'est cette question-là, en fait, qui est en arrière-plan, c'est que comment penser la différence dans la conscience des appartenances. Et donc quand on parle donc d'animal humain, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est que c'est le sens du titre de ce livre, Le complexe des trois singes. C'est que finalement, quand on regarde les grands savoirs en fait, qui sont aujourd'hui mobilisés pour penser l'humain dans son rapport aux autres vivants, il y a l'éthologie. Et finalement, Franz de Waal, les travaux sur les bonobos, enfin tout ça. Donc la longue histoire en fait de l'éthologie, mais en fait l'éthologie des primates en particulier, mais au-delà en fait d'eux, en fait l'éthologie, ce qu'elle montre, c'est que on pouvait faire en fait du discernement éthique
bien une singularité humaine, en définitive. On découvre, en fait, via l'éthologie, via la psychologie évolutionniste, bien que ce que nous appelons éthique, via l'éthos, ce sont souvent des réactivations bien de schèmes comportementaux bien plus anciens. Bon. Alors c'est vrai pour ça. Il y a la question du gène, des neurones, pardon, excusez-moi, dans le texte de Mabonnet, en fait, ce qui questionne, c'est comment, en fait, autour de l'activité neuronale, moi je le dis très très rapidement, en fait, ce qui est en discussion, c'est qu'on dissout l'idée d'intelligence pour se concentrer sur des compétences cognitives, mais si on raisonne au niveau, en fait, de compétences cognitives, eh bien alors on peut comparer des compétences cognitives entre des humains et des non-humains. Et donc à ce moment-là, ce qu'on voulait en fait penser comme une barrière, eh bien en fait on peut vouloir chercher à la dissoudre. Bref, il y a la question donc et puis il y a la question des gènes que j'évoquais tout à l'heure, disant finalement il y a une continuité beaucoup plus profonde qui n'y paraît. Donc ça interroge. Donc autrement dit, ce que ça dit au moins, c'est que la question de la différence anthropologique, elle est au moins mise en chantier, en tout cas revisitée. En questionnant effectivement la place que bien les vivants entretiennent dans leur relation avec les autres vivants, qui pose plein de questions. Hein. C'est qu'en fait dans ce débat, ça c'est la thèse de Mabonnet, mais je trouve qu'elle mérite au moins d'être entendue sur le mode de la question. Hein. C'est de dire, ce qui est assez étonnant, c'est que dans cette recherche antispéciste, si vous voulez. Si je forçais un tout petit peu, ce qui est en discussion, c'est de revenir en fait sur les positions en fait spécistes pour essayer de penser une unité profonde au-delà en fait des barrières d'espèces avec ce qu'elle supposerait de séparation physique et symbolique, enfin physique parce que symbolique en l'occurrence. Eh bien, il y a une interrogation en fait profonde sur comment se fait-il qu'on mobilise si peu les sciences humaines ici pour penser quand même le dialogue avec les sciences dites de la nature. Hein. Donc, autrement dit, il y a quand même aussi l'objet d'une interrogation considérable ici sur cette idée que quand on parle de culture animale, quand on parle de langues animales, quand on parle de... Vous voyez, en fait, tout ce ce que nous ont appris les sciences humaines depuis 110 ans, 150 ans, en fait, on a l'impression que c'est passé à la trappe. Donc ça réinterroge, quand même, sans vouloir naturaliser, comment réarticuler en fait ces savoirs. Ça amène donc à un chantier qui est de comment on passe, justement, comment on peut conquérir de l'unité sur ces fonds de différences revisitées, d'appartenance en fait discutées. Là, donc, je voudrais en fait donc m'arrêter sur cette idée de quelle nature pourrait être cette conquête entre guillemets ou cette diplomatie, si je reprends ce terme. La question en fait sur laquelle je voudrais m'arrêter ici, je partirai de deux observations. La première observation, c'est que c'est un peu banal, mais c'est important de dire des choses banales, en tout cas de se les redire. C'est que une solidarité de fait ne fait pas une solidarité de projet. Je peux le dire autrement, puisqu'en français on peut faire cette différence. Il ne suffit pas d'être solidarisé pour être solidaire. Je ne sais pas si c'est plus clair de le dire comme ça. Ce que je veux dire par là, quand on dit qu'on est solidarisé, c'est les pièces, par exemple, d'une serrure, elles sont solidarisées parce qu'il y a eu de la soudure, voilà. Mais en fait, c'est une imposition faite par l'extérieur. Mais on peut très bien ne pas se sentir, faire partie de ce collectif. J'en sais rien, on ne se connaît pas à peine, mais en fait, on est cet après-midi solidarisés de fait. On nous a mis dans cette salle, il faut qu'on tienne le coup ensemble quelques heures. Ça pourrait devenir une solidarité de projet. Vous me soutenez un peu par vos regards en disant continue mon gars, ou bien arrête parce que ça va. Mais en tout cas, donc on peut faire en sorte qu'un rassemblement devienne une assemblée. Mais ça devient un projet. Et donc, quand on dit solidarité de fait ou solidarité de projet, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce que je veux dire par là, c'est que
que l'on ait la conscience d'appartenance profonde de l'unité du vivant par nos savoirs. J'ai évoqué la biologie moléculaire, j'ai pas du tout parlé en fait des savoirs d'écologie, de leur logique systémique, de la culture des territoires. C'est-à-dire qu'en fait, comment on peut comprendre tout autrement en fait un vivant si on le pense non plus du point de vue du laboratoire, mais du niveau du territoire. Eh bien, cette idée effectivement qu'on passe à une solidarité de projet avec toute la division. Et donc, ce qui est ici en discussion, c'est que moi, c'est un exemple que je prends, enfin, que je trouve qui est parlant, mais j'espère qu'il n'est pas ridicule. Comment on comprend une grenouille? Si je veux, moi, je suis fan de grenouilles, comme animal, c'est intéressant du point de vue des trois savoirs que j'ai évoqués tout à l'heure. Si vous étudiez la grenouille du point de vue de l'histoire naturelle, donc dans des logiques de classification, vous allez vous demander à quel règne, quel embranchement, quelle famille, quelle classe, quel ordre, etc. elle appartient. Et en fait, pour pouvoir faire ça, eh bien, vous comptez les éléments qui la décrivent pour pouvoir l'installer justement dans son genre voisin et sa différence spécifique. On peut faire avec la grenouille ce qu'on a fait avec l'humain. Bon. Ça, c'est la culture de l'histoire naturelle. C'est celle qu'on a encore dans nos collections de musées. Bon. Mais on peut, la grenouille, l'étudier tout autrement. C'est-à-dire cette idée que la grenouille, si je veux la comprendre, il faut pas que il faut que je la modélise. Alors, c'est soit la version de la planche anatomique, c'est-à-dire que je la décompose en autant de petites parties que nécessaire. C'est-à-dire que, mais en fait, décomposition en autant de petites parties que nécessaire, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on faisait au collège, quand on travaillait sur ces bestioles. Et puis, mais c'est ce qu'on fait encore avec la biologie moléculaire, c'est qu'en fait, je peux la comprendre en disant combien d'éléments la composent, comment par analyse. Et donc, c'est encore une autre grenouille que celle de l'histoire naturelle. Mais je peux aussi, c'est une troisième figure, penser la grenouille dans ses interactions avec son milieu. Et j'ai un autre type de savoir. Parce qu'effectivement, le territoire, à la différence du laboratoire, ce n'est pas un milieu appauvri pour faire apparaître des schèmes comportementaux, des réactions spécifiques. Enfin bref, cette idée que effectivement, le laboratoire, il nous parle de l'animal, mais de l'animal tel qu'on veut le saisir à travers nos modèles. Quand on pense à partir du territoire, on pense des relations, on pense des réseaux. Et à ce moment-là, ça devient un être en interrelation qui est porté et supporté, de manière dynamique avec ce milieu, un milieu. Bon. Un milieu moins appauvri, parce qu'un laboratoire c'est aussi un milieu, mais beaucoup plus rétréci, parce que c'est fait pour, si je puis dire. Et donc il y a cette première idée, et puis la seconde, comment on passe donc d'une solidarité de fait à une solidarité de projet, c'est l'idée effectivement qu'il ne suffit pas de savoir l'unité pour la vouloir. Il y a une vraie difficulté, et donc c'est le problème difficile du dialogue entre les écologues et les décideurs politiques. C'est qu'en fait, qu'est-ce que c'est qu'une politique ? Est-ce qu'une politique, c'est la transcription sans discussion, sans perte du discours scientifique de l'écologue, ou est-ce qu'elle est une traduction ? Et on voit très très bien que c'est une des difficultés du passage, si vous voulez, de l'écologie scientifique à l'écologie politique, c'est qu'elle n'est pas un transfert mécanique, c'est une traduction. Alors peut-être qu'on ne le veut pas, peut-être qu'on dit qu'on ne le voudrait pas, on peut tout à fait discuter, mais en fait, précisément, un des enjeux qui est difficile ici, c'est que lorsqu'une association ou un collectif dit « mais nous, voilà ce qu'on sait, donc, bien, de ce qu'on sait à donc, la conséquence n'est pas bonne, elle n'est pas automatique. » Sauf si on voulait le faire sur un mode extrêmement autoritaire, mais ça ne s'est pas encore vu jusqu'à présent. Donc ça, c'est la première observation, donc, qui questionne les logiques de traduction, qui font qu'effectivement l'unité, elle est à conquérir, elle est une tâche. C'est pas pour la question de l'unité du vivant, elle n'est pas donnée,
du moins concernant les relations du vivant humain avec les autres êtres, elle n'est pas donnée, elle est conquise, hein, sur des intérêts, sur un tas de choses dont on va pouvoir parler. Deuxième observation très générale, mais qui me paraît aussi majeure, c'est une observation que fait Jean-Pierre Dupuy, donc un philosophe polytechnicien, ce double parcours, qui avait publié un livre que vous avez peut-être vu il y a une quinzaine d'années, qui s'intitulait « Le catastrophisme éclairé ». Je retiens en fait de sa thèse, dans ce livre, donc vous voyez, catastrophisme éclairé, hein, c'est presque oxymorique, hein. En tout cas c'est cette idée de ne pas être sidéré par la catastrophe, mais se demander comment le fait de se la représenter peut vouloir modifier nos comportements. C'est de l'accepter pour qu'elle n'arrive pas. Voilà, c'est ça. Donc, et en fait, quand il dit ça, il a une formule, merci pour cette traduction. Et donc, dans Catastrophisme éclairé, en fait, Jean-Pierre Dupuy, il a cette formule, hein, qui dit mais comment se fait-il que nous ne parviennons pas à croire ce que nous savons? Et donc, en fait, donc, il dit ça à propos. Lui, il avait beaucoup travaillé notamment sur Tchernobyl, mais pas que. Hein. Mais en fait, donc, comment fait-il que nous ne parvenions pas à croire ce que nous savons? C'est-à-dire, en fait, c'est pas parce le problème de l'unité du vivant est bien posé. On annonce, par exemple, une 6e extinction massive d'espèces. C'est pas parce que le problème est bien posé qu'il est résolu. Autrement dit, bien poser un problème, c'est extrêmement important. Mais ensuite, le solutionner, ça relève d'un art de la diplomatie, hein, en l'occurrence. Enfin, on peut le faire de manière diplomatique, on peut le faire de manière plus ou moins brutale. C'est toute la question de quelle politique pour accompagner, en fait, cela. Et donc ici, c'est là-dessus que je voudrais terminer, espérons que ça ne fait pas trop pirouette. Hein, une des idées de Dupuy, en fait, qu'il emprunte de ce point de vue-là à Ancionas, hein, c'est que finalement, nous n'arrivons pas à croire ce que nous savons parce qu'effectivement, ce qui nous meut, ce sont certes des arguments, mais nos raisons d'agir ne sont pas toutes des raisons. C'est qu'en fait, parmi nos raisons d'agir, eh bien, il y a d'autres choses que des arguments rationnels. Hein. Il y a aussi le rôle des émotions, des passions, des sensibilités. Et donc, les leviers possibles, eh bien, c'est aussi de travailler sur la question de ce qu'on appellerait la sensibilité, la sensibilisation, hein, au vivant. Hein. Bon. Et ici, je voudrais terminer sur cette dimension. Donc, l'enjeu, c'est ici de dire effectivement que parmi les affects, alors celui auquel Dupuy pense quand il écrit son livre, c'était la question de la peur, hein, vertu heuristique de la peur. Ça peut être la culpabilité, mais ça peut être une pluralité d'affects, hein, qui peuvent d'ailleurs, ces affects, être extrêmement enrichis par ce que nous apprennent les sciences. Hein. C'est qu'en fait, il ne s'agit pas, pour moi ici, d'opposer imaginaire et rationalité, hein, sensibilité et raison. Hein. En fait, comment ce que nos savoirs nous apprennent, eh bien, ce que nos savoirs nous apprennent contribue à augmenter nos expériences du monde. Bon. Et donc, je voudrais donc ici terminer sur comment on fait pour mobiliser cette dimension du sensible. Et en fait, je voudrais m'arrêter sur justement sur une suggestion, hein, qui consisterait à dire que la crise de l'unité du vivant, alors qui est liée à il faudrait faire, concernant en tout cas le rapport que le vivant humain entretient avec les autres vivants et ses milieux tout court, on peut faire l'hypothèse que c'est une crise de la sensibilité. C'est une crise de nos sensibilités. Il y a peut-être une 6e extinction, mais c'est un peu l'hypothèse que je fais dans le petit livre là, sur l'insurrection des sens. Là, c'est cette idée que, en même temps qu'il y a une 6e extinction d'espèces, il y a une autre extinction qui s'opère. C'est celle de la perte de tous ces gestes, de tous ces arts et de ces manières d'entrer en relation avec les milieux qui nous rendent vivants. Je prends un exemple loin du vivant a priori, parce que c'est pas a priori du vivant, hein, c'est la culture de l'ombre à l'heure du climatiseur. Hein.
comment on apprend à vivre avec le soleil. Vous parliez de l'architecture de ce bâtiment en commençant tout à l'heure. Mais précisément, nos architectures, quand on les regarde bien, ne sont pas que des machines à habiter. On peut les penser comme des arts effectifs d'organiser des relations. C'est intéressant de voir en école d'architecture, aujourd'hui, on parle moins d'aménager les espaces que de ménager les espaces. Ce n'est pas qu'un jeu de mots. C'est effectivement d'interroger comment effectivement habiter, c'est faire réseau. C'est la question du territoire dont je parlais tout à l'heure. Donc les établissements humains sont pensés dans des relations dynamiques avec leur milieu. C'est vrai pour la qualité de l'ombre ou de l'eau, mais c'est vrai aussi pour tous les autres êtres avec lesquels nous vivons. Et donc ça pose ici une question, je m'arrêterai là-dessus, c'est comment effectivement, s'il y a une crise de la sensibilité, donc il faudrait se demander pourquoi il y en a une. Phénomène de la grande métropolisation, déploiement de la rationalité instrumentale, généralisation des modèles, de la modélisation, et donc des modèles qui nous servent à nous servir du monde. Le monde à portée de doigt par nos écrans, avec la même expérience, toujours le même doigt, pour faire des expériences très très différentes, pour voir des chats, ou mon prochain abonnement à CNews, pour la science. C'est trop. Et donc, en fait, donc il y a la question effectivement ici de la dimension, donc la question en fait du sensible. Et donc ça ouvre un champ sur comment le sensible peut être cette médiation entre ce qu'on sait et ce qu'on croit. C'est-à-dire, pour le dire autrement, un des enjeux, me semble-t-il, c'est comment faire en sorte que les informations scientifiques, dans ce qu'elles ont de rigoureusement établi, mais pour être établies, bien désubjectivées, relevant de l'argumentation rationnelle partagée en fait par une communauté de raison, eh bien comment faire en sorte que les informations deviennent des événements biographiques. J'avais proposé l'idée d'éco-biographie, mais en disant effectivement que comment nous donnons une portée biographique, éco-biographique, à des informations qui, si nous ne faisons pas ce travail de traduction dans nos existences, individuelles ou collectives, bien restent des réalités très lointaines de nous, d'une certaine façon. Et donc ici, moi je prends un exemple, la confusion qu'on fait tous, sans doute, je ne sais pas, je ne veux peut-être pas vous embarquer dans la confusion que j'aurais tendance à faire, entre le météorologique et le climatologique. Comment je proportionne à l'échelle de mon histoire personnelle ce que je comprends en fait du changement climatique. Les enjeux en fait relèvent en fait de savoir, d'échanges gazeux dont je ne perçois pas en fait moi avec mes doigts sans capteur les effets. Et en fait pourquoi on se raccroche sur le météorologique de cette façon, même s'il y a des éléments quand même qui deviennent plus que tangibles, c'est le palpable. Donc c'est la question du sentir en fait. Donc c'est cette question-là. Donc le sentir comme une médiation entre l'information et l'événement. Alors c'est vrai individuellement, c'est vrai collectivement. Et de ce point de vue-là, je m'arrête. Un des enjeux pour moi, c'est comment les arts, dans la pluralité de leur langage, pluralisent les affects et sont l'occasion précisément d'être des lieux de sensibilisation, c'est qu'en fait, d'esthétisation, si esthétiser, c'est pas simplement se gargariser, si vous voulez, de réalités en fait, qui seraient en dehors de nous, comme des paysages ou des réalités observables, mais effectivement en faire les expériences qui augmentent, si vous voulez, et intensifient notre expérience du monde. Et là, je m'arrête vraiment, en fait, ce qui est en jeu ici, c'est de ne pas se tromper, c'est-à-dire qu'en fait, les arts, c'est pas de la politique, et autrement dit, cultiver une unité sentie, en fait, le temps d'un spectacle, le temps d'une exposition, le temps, d'un concert ou d'une visite au jardin de Chaumont, eh bien, passer d'une communauté sentie à une communauté politique, c'est précisément tout l'enjeu justement du travail diplomatique. Mais du poétique au politique, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, une trajectoire possible à accompagner
et comment la faire exister dans nos institutions. Là, c'est notre tâche. Voilà. Merci de votre écoute. D'abord, je voulais juste apporter une réponse à la question de Dupuis, d'une part, et à la vôtre sur la solidarité de fait, pour passer à celle de la solidarité de projet. C'est celle de Hubert Reeves, qui nous a quittés il y a peu, et lui, il appelait ça le PFH, qui est une expression québécoise qui veut dire le putain de facteur humain. Voilà. Et par ailleurs, cette blague passée, revenir à ce que vous avez dit en introduction, il était beaucoup de questions de mort. Finalement, on reste dans le même sujet. Du coup, si la vie est liée à cette question de mort, on est tous à peu près d'accord, que devient le transhumanisme là-dedans ? Qui veulent finalement s'en affranchir, passer au-delà. Enfin, leur postulat, c'est la mort est une maladie qu'on va pouvoir guérir. Est-ce que finalement les transhumanistes sont encore vivants ? Oui, merci. Oui, je ne sais plus c'est quoi, c'est le riche qui disait ça, que la vie c'est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Cette question, j'aurais pu en fait l'intégrer en fait tout à l'heure sur cette idée que la catégorie d'animal humain, en fait, elle est une manière de réinterroger le rapport à nos limites. Alors on peut le faire, si je reprends une vieille formule, mais en fait je trouve qu'elle est parlante quand même, lorsque Pascal dit bon, l'homme n'est ni ange ni bête, qui veut faire l'ange fait la bête, en fait, qu'est-ce qu'il dit on le dit autrement aujourd'hui, parce que ces catégories peuvent nous paraître désuètes, mais ça veut dire qu'il y a aussi une extinction d'espèces qui est passée sous les radars, les anges. Mais plaisanterie à part, en fait, il y a cette idée qu'effectivement on peut vouloir. Il y a la question de comment l'humain, on peut vouloir chercher à évacuer la question de sa différence en le fondant dans la totalité des vivants. Donc c'est la dimension animaliste. Ou bien on peut dire, finalement, l'humain, il est dans le vivant, c'est le prix à payer. Si le prix à payer de l'individuation, c'est la mort. Je me rappelle un livre déjà assez ancien de Jacques Ruffier, qui s'appelait Le sexe et la mort, dans lequel il disait ça. Il dit en fait, meurent les individus, demeure l'espèce, mais le prix à payer, on dit la chance d'avoir une vie individuée, c'est quand même de mourir comme individu. Mais en fait, est-ce que c'est une nécessité ? Est-ce que c'est un accident ? Et donc, le débat en fait sur le transhumanisme, c'est cette question-là. Est-ce que cette limite est accidentelle ? Et si elle est accidentelle, alors effectivement, est-ce qu'on peut penser à cette idée que le corps, pour nous, n'est qu'une enveloppe ? C'est la question de l'arrachement à la chair, pour penser le fait que nous sommes essentiellement du traitement d'informations, qui pourrait, à ce moment-là, effectivement, évacuer du monde des vivants pour penser le monde des existants dans une espèce d'idéalité totalement... Considérer l'entité de base comme étant le gène, comme Dawkins le disait. C'est ça, oui. Et donc, ce qui est en discussion, c'est qu'en fait, quand on dit transhumanisme, il y a oui, à qui pense-t-on en fait quand on parle d'eux? Et puis en fait, la vertu au moins, comment dire, de cette thèse, de cette position, c'est de réinterroger le rapport en fait que nous entretenons avec les limites. Il y a une catégorie en fait qu'autrefois, mais dont on ne veut plus, en fait, ça s'appelait la finitude. Mais en fait, cette catégorie nous paraît trop nous assigner à résidence à tous les sens du terme, dans un corps, dans les limites, dans une forme de discipline qu'on peut juger corsetée. Mais en même temps, donc on ne veut plus les limites, on ne veut plus la finitude pour des raisons à la fois peut-être métaphysiques et moralisatrices. Et en même temps, cette question revient. Et ça force à questionner, en tout cas, ce que sont pour nous les... Y a-t-il des limites qui seraient des bornes ? Où est-ce qu'il faut passer les bornes ? Et je trouve que on est dans ce moment-là, en fait, où dans les sociétés pluralistes comme les nôtres, il y a ces débats en opposition. Est-ce que du coup, ce serait presque... Je me fais un peu l'avocat du diable pour distinguer l'humain du reste du vivant.
C'est cette idée de dépasser des limites qui serait une sorte de propre de l'humain. Non, c'est de vouloir éliminer. Non, c'est de vouloir trouver le propre. Oui, c'est de s'interroger. Ça m'ennuie de trouver un propre de l'humain par rapport à l'ensemble du vivant. Oui. Oui, bien sûr. Oui, non, c'est-à-dire qu'en fait, c'est si on veut avoir une réponse non pas consensuelle, mais en fait qui laisse le champ de l'interrogation ouverte, c'est le vivant humain est un vivant pour lequel la question de ses limites fait problème. Et on peut poser la question de l'humaine, qui n'est pas forcément la même façon de penser l'humain. Oui. Ça, j'en suis sûre d'ailleurs. Enfin, ce serait bien de faire une étude là-dessus. Sur la question du transhumanisme, je me dis, enfin peut-être je ne peux pas être trop diplomatique à l'intérieur de cette communauté, mais si on n'a pas le droit, du point de vue méthodologique, en 2023, dans une crise comme celle que nous connaissons, de commencer à faire un partage entre des positions qui sont des objections, qui méritent d'être étudiées, et des choses qui sont de fortes distractions. Le transhumanisme me semble être vraiment un de ces cas. L'intérêt de cette position qui est, ça on peut en discuter longuement, avec comme outil conceptuel peut-être de réflexion sur les limites de l'humain, c'est intéressant, mais on a peut-être des devoirs aujourd'hui d'être des philosophes pragmatiques qui essaient de voir les choses qui sont vraiment importantes. Et il y a des formes d'escapisme intellectuel très forts, les sous-Mars, etc. C'est très intéressant, ça fait la une des journaux et tout ça. Mais je me demande si on n'a pas le droit d'être un peu plus violent et moins diplomatique à l'égard de ces positions. Je ne sais pas du tout une critique à la position. De commencer à faire un partage, on n'a pas le temps. Tout simplement, on n'a pas le temps. On a un horizon qui est 2030, c'est pour faire des choses massives. Et on a besoin peut-être d'un appel aux armes pour travailler sur des sujets vraiment importants. Oui, merci. Oui, tu as raison. En fait, il y a un livre de Francis Wolff qui s'appelait Les Trois Utopies, dans lequel, de manière assez brutale, en fait, il revient sur cette question en fait, de la position en fait, transhumaniste en montrant en fait comment à un moment donné elle est un jeu d'esprit, porté finalement par très très peu de personnes. Quand on y réfléchit, il y a eu des enquêtes en fait. Je ne me rappelle plus son nom, mais il y avait un collègue en fait qui a été voir en fait qui étaient ces personnes. Dont on m'a dit entre ceux qui tentent d'élaborer quelque chose et puis l'écho en fait qu'on donne à cette catégorie, il y a un saut qui questionne en fait. Effectivement il y a une espèce, je pense, de jouissance très conceptuelle et très très spéculative sur, mais en fait qui peut nous occuper trop longtemps. Et donc peut-être effectivement c'est intéressant de se dire, ok, on entend l'argument, mais c'est une querelle de théologiens, mais du XXIe siècle. Voilà, si on veut le dire comme ça. Merci pour nous aider à réfléchir. Alors, je sais qu'on est beaucoup d'artistes ou de gens qui ne faisons pas de la philosophie, donc on n'est pas habitué à se concentrer uniquement sur des idées. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Je rebondissais à vos analyses et à ce que vous disiez, et je me demandais si actuellement toutes ces idées s'agitent, c'est aussi parce qu'il y aurait une sorte de cancer du vivant, en fait, de cancer du vivant. Là, c'est même pas la peine de séparer l'humain, l'animal, la nature. Tout le monde est effectivement concerné. C'est peut-être la conscience qui nous arrive aujourd'hui. Et le jour où l'être humain, l'humain saura peut-être guérir ses propres maladies, par exemple les cancers, qui vont s'accélérer de plus en plus, elle aura compris aussi, l'être humain aura compris aussi comment gérer son rapport au vivant en général et son rapport à ce qu'on appelait dans l'histoire naturelle les règnes. Parce qu'en fait, quand l'humain a utilisé, comme vous le dites, la notion de règne, c'est parce qu'il voulait se mettre en haut du piédestal avec la couronne. Or, je me réfère à un dessin que j'ai vu dans la revue Reporter sur Internet, où des petits hommes de l'espace arrivent sur Terre. C'était très mignon, très rigolo. Et disent, on va trouver quelqu'un d'intelligent sur Terre. Et il y a des hommes, il y a un arbre, ils courent sur l'arbre, en voyant même pas l'être humain qui est devant. Et en fait, à travers cette image,
moi, personnellement, en tant que femme, depuis que je suis enfant, j'ai toujours pensé que, je m'excuse de dire ça à vous qui réfléchissez, qui êtes dans la pensée et dans la réflexion, mais que l'être humain était plus bête que la nature et que si je prenais ce postulat dès le départ, forcément, je ne pouvais plus voir le monde qui m'entoure et je ne pouvais plus être en accord avec tout un certain nombre de thèses, dont celle dont vous avez parlé tout de suite. Parce que je trouve que c'était comme s'amuser à bouger des marionnettes ou des épouvantails. Et j'ai l'impression que si on prenait le parti qu'on est plus bête que le vivant qui nous entoure, on aurait déjà une base de départ peut-être intéressante. Et puis on pourrait peut-être repenser enfin, pas faire ce qui se passe tout de suite, c'est-à-dire pousser la guerre en ultime agitation des humains. Enfin, voilà. Oui, il n'y a pas très longtemps, j'avais écrit un petit texte, ça s'appelait « Apprendre à être assez bête ». Et en fait, sur cette idée-là, en fait, qui est une... en fait, ce que vous soulevez, il faudrait questionner ça, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qui mériteraient de développer. S'il fallait répondre de manière assez courte, je dirais en fait où elle serait la bêtise, qu'est-ce qui la caractériserait. Et alors peut-être que ma réponse va être trop courte, mais moi je l'interprète comme ça. Il y a une formule de Merleau-Ponty dans son livre L'œil et l'esprit consacré à la peinture de Cézanne, hein, où il pose cette question en fait, hein, dans quelle mesure finalement la peinture nous aide à vivre, hein, et autrement que les savoirs. Et au début de ce petit texte, il dit ceci la science manipule le monde, elle renonce à l'habiter. Et puis en fait, il continue un peu plus loin, et en fait, pour dire en fait que qu'est-ce qui est problématique, c'est que finalement, quand il dit elle manipule le monde, en fait, elle manipule des modèles. Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'habiter ? Et c'est peut-être ça une manière de répondre à ce que ce serait que la bêtise. La bêtise, c'est pas de faire des modèles, hein, au sens donc j'évoquais très rapidement quand je parlais de modélisation. La bêtise, c'est de réifier les modèles. C'est de croire que ce qui nous sert à produire de l'intelligibilité, ce qui nous sert à manipuler, en tout cas ce qui nous sert à exercer une forme d'initiative, sinon de maîtrise, eh bien ce ne sont que des modélisations. Et donc nous commençons à confondre nos élaborations avec les réalités qu'elles sont censées en fait accompagner. Et bien c'est là qu'on devient, je reprends votre mot, bête, c'est-à-dire en fait quand on commence à faire ça, pour le dire comme ça, on se met à confondre nos cartes avec les territoires. Et croire que nos cartes, ça serait les territoires. Hein. Voilà, c'est une définition possible peut-être de la bêtise, hein, mais il y en a peut-être d'autres. Hein. Sur l'autre aspect de votre intervention, c'est que la question, enfin vous ne l'avez pas dit comme ça, mais c'est la question des approches féministes ou écoféministes. Hein, ça mériterait largement d'être creusé, hein, mais ce que je me disais peut-être au moins pour y faire un tout petit peu écho, hein, je pense aux travaux par exemple d'une écoféministe comme Val Plumwood, je ne sais pas si vous voyez, une Australienne qui s'est fait, qui a fait l'expérience en fait de découvrir que sa viande avait du bon goût en fait pour les sauriens, enfin pour les crocodiles marins. Enfin bref, qu'est-ce que ça veut dire devenir une proie, hein. Et en fait, de ce qui est un choc post-traumatique, de cette manière, elle a questionné cette idée que on peut repenser la question de la domination des humains à l'égard des vivants à partir du modèle de la domination masculine, en fait. En disant qu'une bonne partie de la maîtrise du vivant reproduit... Enfin, qu'est-ce qu'on prend au vivant, hein ? Bien, on lui prend son lait, on lui prend ses petits, et on lui prend en fait tous ses fruits. Et de cette manière, son approche, elle, écoféministe, elle consiste à dire que finalement, entre la domination masculine et la domination de la nature, il y a des logiques de la maîtrise, hein, du contrôle, eh bien, qui mériteraient d'être au moins tempérées par une autre lecture. Hein. Oui, moi, c'est peut-être une question qui se pose plus à Chantal. Je suis gênée depuis le début en me disant est-ce qu'on pose une bonne question ou pas ? Parce que poser la question de l'unité du vivant ne me semble pas du tout intéressant.
Ce qui me paraît intéressant, c'est de poser justement aujourd'hui le statut du vivant et en quoi il peut nous aider à trouver des solutions ou à mieux comprendre ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui et qui est une situation complètement face à l'inconnu. Alors aller chercher la science, ça peut nous faire des détours d'une demi-heure, mais la science elle-même se repose ces questions. J'étais il y a 8 jours à l'école normale au lancement d'une chaire sur les sciences du vivant avec Dalloz System. Ils sont bien tous d'accord qu'il faut revoir complètement l'approche de la biologie pour comprendre qu'enfin la biologie ne peut pas résulter de lois physiques puisqu'il n'y a pas de stabilité dans la biologie et qu'on est justement dans le vivant et donc dans le mouvement. Et ils sont donc en train d'essayer d'autres formes de modèles qui nous permettraient, etc., de faire ça. Alors autant moi je serais passée, je ne comprends pas cette idée d'unité du vivant, hein, parce que je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir les relations entre les différents niveaux du vivant et les milieux dans lesquels ils opèrent. Donc il faut réintroduire du temps, l'urgence quand même, c'est-à-dire on est dans un monde inconnu où on va dans le mur. Donc, c'est pas la peine de repartir très très loin, etc. Et donc, moi, j'ai été parfaitement d'accord avec vos 5 dernières minutes, parce que ça va de soi, c'est ce qu'on essaye de faire un peu quand on est sur ces questions-là. C'est pour ça que l'importance des artistes, c'est qu'on est en train partout de réintroduire des dimensions sensibles et que ça marche. Et que ça a en plus un effet apaisant. Ne serait-ce que pour conduire des débats. Aujourd'hui, je travaille sur les questions de paysage, je ne sais pas quoi, avec le CAUE, ou de n'importe quoi, commencer à réunir des élus et des techniciens sur ces questions, ça produit très vite des conflits violents. Si vous introduisez des dispositifs qui permettent aux gens de faire fonctionner leur imaginaire, de construire, de les inclure dans le processus de recueil de données, d'arpentage. Donc on est sur de l'expérience et à ce moment-là, il y a un apaisement qui permet, après Covid et tout ça, qui permet qu'on se parle de manière positive. Donc voilà, je crois qu'on est un petit peu là-dessus et que chacun essaye de trouver dans son domaine des réponses et les scientifiques, ils courent derrière quand même un peu aujourd'hui. Donc c'est cette articulation art, science, nature. On parle de vivant parce qu'on ne veut plus parler de nature. On parle, tout ce que vous dites sur la mort, je suis tout à fait d'accord, le vivant comporte la mort, il induit la vulnérabilité, mais il n'introduit pas nécessairement le modèle. Enfin, c'est un peu... donc voilà, j'étais un petit peu... Alors pourquoi cette unité dans le vivant, cette recherche d'unité? Je pense qu'on aurait pu mettre un point d'interrogation. Ouais. Et que ces conversations, c'est dans un lieu qui, depuis de nombreuses années, travaille sur le paysage, sur le jardin, qui a invité des centaines et des centaines de paysagistes artistes, qui invite un nombre considérable d'artistes sur la thématique de la nature. On est un centre d'art et de nature. C'est un lieu où, comment dirais-je, on se pose toutes ces questions. Mais justement, les conversations sous l'arbre, c'est passer aux mots, passer à l'expression, passer à la pensée. Et donc, ce combat du sensible, ce combat de l'émotion, qui est celui de Chaumont, nous avions besoin de le verbaliser. Et pour ça, on confronte en posant des questions. Parce que nous ne sommes pas une université, mais nous invitons des universitaires, des artistes, des scientifiques, des philosophes. Et vous verrez, demain après-midi, la chimie fonctionne très bien. Parce qu'il y a les esprits très intelligents qui sont là devant nous, puis qui acceptent de venir dans un lieu où c'est le début d'une aventure à laquelle nous croyons beaucoup. Et puis il y a un public qu'on a commencé à... Et il se passe des choses. Et je crois que tous ceux qui sont là, c'est parce qu'ils ont conscience, comme ce qui est fait à Cerisy ou dans certains lieux, qu'il faut sortir face à cette urgence de se prêter à penser. Et voilà. Donc, je dirais qu'on pose des questions.
Voilà, et on aura des réponses, j'en suis sûre. Mais moi, je voudrais poser une question. Je ne sais pas si des recherches sont faites là-dessus, en partant du départ. C'est-à-dire, si on enlève tous les oripeaux les pelures d'oignons qui nous forment, c'est-à-dire de tout ce qui nous entoure, tout ça, qu'on se retrouve tout nu dans la nature, en fait, qu'est-ce qu'on est ? On est simplement des véhicules à chercher du nutriment. Voilà. Et toute la civilisation a été construite sur cette nécessité. Et je voulais, est-ce que vous avez des noms à me donner qui ont étudié cet éclairage-là, cette manière, ce point de vue? C'est notre grand ancêtre, nous, c'est Rousseau. Hein, dans la fameuse histoire du statut de Glaucus, hein, il dit finalement, nous sommes un peu comme cette statue qui était au bord de la mer, qui a été recouverte à force d'embrun par des végétaux, qui fait qu'on ne sait plus qui elle est, et donc il faudrait retrouver. Bon. Et donc qu'est-ce que serait l'homme de la nature et non pas l'homme de l'homme, comme il dit. Bon. Donc c'est une question majeure, mais alors si on ne fait pas ce travail de fiction, parce qu'il dit peut-être que l'homme de la nature n'a jamais existé, hein, il dit que c'est une hypothèse, donc en fait... je trouve ce sont deux réponses comme ça. La première, en fait, c'est intéressant que vous commenciez par la question de la nourriture. Bon, je pense au travail de Corinne Pelluchon dans un texte s'appelé Les nourritures, mais au-delà, en fait, ce qui est en discussion, c'est que la nourriture, elle est profondément relationnelle. C'est qu'en fait, on est nécessairement, par l'expérience de la bouche, mais au fin de la question de ce qu'on ingère et de ce qui sort de nous, des êtres relationnels. Donc en fait, ça dit profondément une appartenance. On pourrait dire la nourriture et la respiration. C'est que vous évoquiez, je crois que c'est Edith qui vient d'évoquer le nom de Coccia, mais en fait, d'un côté, je pense à Emmanuel Coccia, ou bien le dernier livre de Marielle Massé sur respirer. En fait, on pourrait dire avec la nourriture ou la respiration, cette idée que précisément nous sommes des êtres éminemment de relation. Donc il faut penser une ontologie relationnelle. Bon, ça, je pourrais dire comme ça. Oui, voilà. Et ça, c'est vrai pour l'ensemble du vivant. En fait. Oui, bien sûr. Oui. Donc c'est la question de, avant même de vouloir avoir conscience de nos appartenances, nous appartenons en fait. Alors, je me permets en fait de faire un commentaire, c'est même pas une question, parce que je trouve que la question des limites, c'est une des énormes questions à laquelle on doit faire face aujourd'hui. C'est les limites de la mort, bien sûr, mais les limites planétaires, les limites de nos modes de vie. Et je trouve que votre dernière phrase qui propose de passer du poétique au politique, il me semble que ce qui est très limité actuellement, en général, c'est la pensée et c'est l'autorisation d'explorer, de se libérer dans la pensée et dans le sensible. Et je me dis peut-être que si là, on repousse les limites, ça permettra d'accepter les nouvelles limites auxquelles on doit faire face. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut partager. Enfin, voilà. Oui. Merci. Moi, sur cette question, ce qui m'a beaucoup interrogé, c'est comment en fait les partis politiques sont de moins en moins des espaces où on pense. Les églises, pour ce qu'il en reste, sont non plus des espaces où on pense. Et où est-ce qu'on pense ? Il y a des festivals d'idées, il y a des lieux en fait comme celui-ci. C'est qu'en fait, je crois que c'était Libération qu'à un moment donné qui avait publié ça, un truc, c'est la France des festivals, et il disait penser est une fête. Hein. Et d'une certaine manière, je pense que il y a un vrai enjeu autour des festivals d'idées qui sont des laboratoires où le poétique prépare le politique. C'est notre assemblée, je ne veux pas engager les organisateurs plus que ça, mais de cette façon, notre assemblée, elle a une fonction constituante. Hein, et dont un des enjeux, c'est d'essayer d'inventer des mots justes, des catégories pertinentes, d'identifier des lieux d'intervention qui sortent de la novlangue administrative ou des éléments de communication. Et donc, en fait, nous sommes en train de mourir d'une langue qui ne parle plus.
Donc il faut une langue parlante. Et je trouve des espaces comme ça, à leur manière, ce sont des espaces où effectivement le poétique prépare le politique. Alors, merci de me laisser poser encore une question. On s'éloigne un petit peu, mais je me demandais, Monsieur Pierron, ce que vous pensiez de l'idée de cosmopolitesse de Baptiste Morisot. Est-ce que pour vous, ça reviendrait, ou pas du tout, à choisir, selon l'expression de Madame Aziza, entre le confort et le vivant? Est-ce que c'est comme ça que vous l'entendez? Enfin, comment vous l'entendez, vous? Voilà, merci. En fait, c'est étonnant, compte tenu de la réponse précédente, parce que c'était déjà la question de Rousseau aussi sur le rapport au luxe, en fait, sur cette idée de se repenser. Il disait il faut apprendre à faire la part entre nous, entre l'amour propre et l'amour de soi. Et en fait, redécouvrir l'amour de soi et ne pas s'aimer à travers l'image que nous avons, ou que nous croyons avoir de ce que les autres aiment en nous. L'amour. C'est qu'en fait, l'amour propre, c'est s'aimer devant le regard de l'autre. Donc, je le traduis. Je vois que ça fronce. Je le dis autrement. C'est pas tout à fait comme ça que Baptiste y parle, mais dans mes catégories, c'est la distinction que je fais entre le besoin, l'envie et le désir. Assez classiquement, en philosophie, on fait une distinction entre le besoin et le désir, en disant les besoins, c'est ce qu'il nous faut, le nutriment que vous évoquiez tout à l'heure, et puis le désir, c'est le feuilleté de betterave à la menthe chocolatée. Et puis, qu'est-ce que c'est que l'envie? Et l'envie, c'est cette capacité, alors je vais le dire comme ça, la capacité qu'a ce que Boltanski appelle le nouvel esprit du capitalisme, à faire en sorte de proposer, d'abord de faire en sorte que tout ce qui s'oppose au capitalisme puisse devenir lui-même l'objet d'un marché. Vous voulez vous sensibiliser, on va vous proposer de quoi vous sensibiliser. Venez dans nos cabanes, dans les arbres. Vous voyez, ce genre de trucs. Bon. Donc il y a ça. Et puis, c'est surtout la force qu'il a de venir nous rejoindre dans ce que nous croyons être notre individuation, parce qu'il nous propose des éléments individualisés. Donc la confusion, si vous voulez, entre l'individualisé et l'individuant, c'est la question en fait de l'envie. Et en fait, pour moi, donc la question entre le confort et le vivant, je crois que c'est ça qui est en jeu. Ce qui est en train de nous tuer, c'est qu'en fait, nous ne savons plus où est notre désir, tellement en fait on nous fait envie. Moi, je prends un exemple tout bête. Bref, c'est mon gamin, mon garçon, la première fois qu'il a eu un smartphone, assez tard, mais il a quand même eu. Et la première fois, il me dit Papa, c'est incroyable, mon smartphone m'a souhaité mon anniversaire. Alors que ses copains l'avaient oublié. Et je lui dis mais ça, c'est vraiment intéressant. Parce qu'en fait, je lui dis quelle est la différence justement entre une information et un événement. La force du capitalisme, c'est s'appuyer sur ce type de dispositif technique tellement fin que dans leur granulométrie, ils nous individualisent. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre une notification et un événement? Je dis en fait, quand ton ami qui t'appelle 2 jours après dit « Excuse-moi, je t'ai oublié, mais je te souhaite bon anniversaire », ça c'est un événement, même si je peux le chambrer. Quand quelqu'un qui ne me connaît pas me souhaite mon anniversaire, je ne sais pas, ça vous... Oui, oui, en fait vous dites « Mais qu'est-ce qu'il me veut ?» A priori, il me veut du bien, et en fait, ça peut même devenir agressif. Mais en fait, autrement dit, la question de la notification, la frontière entre la notification et finalement l'événement, pour moi, c'est ça la question de choisir entre le confort et le vivant, parce que c'est ça qui nous tue aussi. Je le dirais comme ça. Merci beaucoup. Merci.